Vincent de Paul et l'œuvre des esclaves. Le renouveau religieux à travers l'Europe incite les ordres religieux et tous les gouvernements à se préoccuper du sort des esclaves chrétiens. Ils vont tenter de les racheter, comme le faisait déjà au XIIe siècle l'ordre des Trinitaires. En France, Vincent de Paul, aumônier des galères et fondateur des Lazaristes, constatant qu'en dépit de ses recommandations, Richelieu se refuse à réagir militairement contre Alger, crée vers 1640 l'œuvre des esclaves. Il envoie des prêtres lazaristes à Alger et à Tunis pour racheter les captifs ou, tout au moins, pour les assister spirituellement et corporellement par visite, aumône, instruction et par l'administration des saints sacrements. À sa charité et son dévouement légendaire, Vincent de Paul ajoute un sens développé de la diplomatie. À Alger, il se fait tant d'amis qu'à la demande du pacha lui-même, la France, en 1646, décide de confier son consulat à Alger aux lazaristes. Le père Barrault y est nommé consul et le demeurera jusqu'en 1659. L'action des lazaristes permet indubitablement de soulager les souffrances des captifs d'Alger. Les gouvernants français la soutiennent car ils estiment qu'elle peut en outre faciliter à leur pays l'obtention de privilèges commerciaux. L'égoïsme national se couvre ainsi des apparences de l'idéalisme, remarque Capot-Rey. Mais l'humilité chrétienne, la soif du martyr ne sont pas des qualités consulaires et la politique des missionnaires de Vincent Paul a aussi des aspects négatifs. Le rachat des captifs en confirmant la valeur marchande des esclaves entretient la piraterie. Les chrétiens sont, à l'époque, confrontés à la même problématique qu'est, de nos jours, la nôtre lors de prise d'otages. Payer une rançon, c'est en favoriser le développement. En outre, les collectes et mouvements de fonds nécessaires au rachat des captifs sont fréquemment l'occasion de trafics et de malversations. Certains collecteurs de fonds rachètent par exemple à bas prix à Alger des esclaves vieux, malades ou déshérités, donc sans valeur marchande, les promènent et les exhibent à travers le royaume de France pour collecter de nouveaux fonds dont ils détournent ensuite une large partie. Vincent de Paul connaît ces risques. Aussi regrette-t-il la politique trop pacifique de la France. Mais Richelieu et, plus tard, Mazarin ne veulent pas intervenir militairement. Ils préfèrent négocier, même lorsque, pour des raisons futiles, les autorités d'Alger maltraitent physiquement le consul de France ou le jettent en prison. L'installation de religieux au consulat et leur influence grandissante de la politique française posent également des sérieux problèmes à tous ceux qui commercent avec les Turcs de Barbarie. Armes, voiles, mâts, rames, agrès et goudrons destinés aux flottes barbaresques constituaient jusqu'alors une source importante de profit pour les marchands français d'Alger et leurs correspondants marseillais. Il est désormais plus difficile de fermer les yeux sur la contrebande de ces produits que le pape interdit de vendre à l'islam. Si les négociants ne souhaitent que la paix, les religieux, eux, penchent de plus en plus pour la guerre. Ainsi, en 1646, Olivier d'Ormesson, dans son journal, signale le prêche d'un capucin qui, à Paris, s'est exclamé: Les rois de France devraient subjuguer le monde et chasser le Turc de Constantinople. Dès lors, la tension va s'accroître rapidement entre la France et les barbaresques. Youssouf, nouveau pacha d'Alger, intensifie la course. Toutes les côtes sont touchées, et plus particulièrement celles d'Italie et de Provence. L'unité relative dont jouissaient les navires français en Méditerranée est révolue. Les bâtiments sont désormais attaqués, sans distinction de pavillon. Le pachalik d'Alger, qui a pris une large indépendance vis-à-vis de la Porte, ne se sent plus lié par la politique de coopération franco-turque, du reste fort négligée par Richelieu comme par Mazarin. La crainte de l'Espagne, ennemi commun de la France et de l'Empire ottoman, avait rapproché les deux nations. La décadence espagnole et la menace nouvelle que fait peser Constantinople sur la chrétienté, menace qui a fait renaître en France l'esprit de croisade, fragilise maintenant la vieille alliance du lys et du croissant. En 1648, Alger est ravagée par une terrible épidémie de peste et doit, au même moment, faire face à une grave révolte de la province de Constantine. Le pachalik a besoin de ressources nouvelles. La crise économique espagnole entraînant une baisse sensible du trafic commercial en Méditerranée, les corsaires d'Alger ne veulent plus se priver du gibier français.
La relative protection du pavillon français réduit leurs possibilités de prise, d'autant que les vaisseaux toscans et espagnols n'hésitent pas à arborer la bannière fleur-de-lysée pour se dérober aux poursuites. Capotrey constate que les barbaresques, ayant peu de choses à craindre de la guerre, tout à espérer de la course, se sont alors décidés pour la course. Ils attaquent Marseille, la Corse, Naples, Civitavecchia, débarquent et font des prisonniers à quelques pas de Rome. Au milieu du XVIIe siècle, la Méditerranée est devenue un repère de brigands. La piraterie, véritable entreprise, est pratiquée autant par les chrétiens que par les musulmans. Majorque, la Provence, la Toscane, Naples, la Sicile arment en course. Malte est une Alger chrétienne, selon les mots de Capotrey. Les marchandises volées sont parfois recelées par les marchands hollandais, toscans ou génois. On prend quelques coursiers, nous dit le Grand-Mans, mais sans résultat. La Méditerranée voit apparaître des navires tout à la fois marchands et corsaires. Les deux métiers finissent par se confondre. Plus inquiétant encore, les pirates anglais et hollandais naviguent de conserve avec ceux d'Alger. Malheur à ceux qui tombent en leurs mains, car, ne pouvant négocier leurs captifs, ces fourbants chrétiens sont obligés de les tuer. Les puissances européennes finissent tout de même par réagir. En 1653, l'amiral anglais Blake s'empare de 9 vaisseaux à Tunis. L'amiral hollandais Ruyter coule 18 navires turcs à Gibraltar. Venise, Malte et Gênes multiplient leurs croisières sur les côtes algériennes. Seule, la France reste en retrait. Une escadre française conduite par Valbel et Gabarret réussit néanmoins à libérer le golfe du Lion des Barbaresques, mais les vues de Colbert, nouvel intendant de Mazarin, sont plus mercantiles que guerrières. Les ressources militaires de la France sont totalement absorbées par les guerres européennes et Colbert ne veut rien en divertir pour une politique africaine qui, pour l'instant, le laisse indifférent. En bon gestionnaire de l'État comme de sa fortune personnelle, il cherche seulement à reprendre le contrôle des concessions françaises. Pour ce faire, il suggère à Mazarin de prendre des actions du bastion de France, soit à son propre nom, soit à celui d'une tierce personne, pour éliminer les propriétaires des concessions et leur substituer une compagnie à sa dévotion. Vincent de Paul se désespère du peu d'ardeur dont fait preuve Mazarin pour la défense des intérêts de la chrétienté. Il loue les succès des autres nations européennes contre les barbaresques. J'ai été consolé d'apprendre les expéditions des Anglais contre Tunis et souhaite que la France en fasse de même, écrit-il à Jette le 4 juin 1655. Il y a apparence que si l'on entreprenait ces gens-là, on en viendrait à bout. Puis, désireux de passer à l'action, il conçoit avec un des marins français célèbres de l'époque, son ami le chevalier Paul, l'ennemi juré et le plus redouté des barbaresques, un projet d'attaque d'Alger pour y aller délivrer les esclaves. Pour monter cette expédition, Vincent de Paul a besoin de beaucoup d'argent. Il va solliciter un financement de Marseillais. Mais ceux-là, souhaitant le maintien de la paix, garantie de leur commerce, font la sourde oreille. Le projet reste sans suite. À Alger, la situation des Français se dégrade. Le père Barrault est au bord de la faillite et les commerçants français lui reprochent sa mauvaise gestion. Il n'y a plus d'argent pour acheter les esclaves, ce qui provoque la colère des Turcs. Une nouvelle fois, il jette le consul de France en prison, sous prétexte que Fabre, un négociant marseillais, s'est enfui en laissant un déficit de 12 000 piastres. Quelques mois plus tard, pour une autre faillite, Barrault est bastonné et la France continue de négocier. Titre: L'affaire Piquet, l'abandon du bastion de France. En octobre 1658 éclate l'affaire Piquet. Le gouverneur du bastion de France, Thomas Piquet, lui aussi au bord de la faillite, s'est enfui en laissant un passif de 300 000 livres. La Gazette de France du 29 octobre 1658 raconte ce brusque départ.
Le sieur Piquet, sachant que le gouverneur d'Alger devait envoyer 1 000 hommes pour le contraindre de payer le tribut qu'il lui rendait tous les ans ou l'enlever avec son équipage, eut le temps, après avoir mis le feu partout, de rentrer à Livourne sur une de ses barques. Mais Piquet, en se retirant, commit un acte inqualifiable. Sans se soucier des malheurs qu'il pouvait attirer sur nos résidents à Alger, il enleva 70 à 80 indigènes de la cale et alla les vendre à Livourne pour les galères de Toscane. L'attitude de Piquet provoque effectivement et immédiatement une violente réaction des Turcs. Ils occupent le bastion de France et à Alger, Barrault est de nouveau emprisonné. Nombre de commerçants français sont contraints de quitter la ville et de rentrer en France. Vincent de Paul, inquiet de la tournure des événements, s'emploie si bien auprès de la cour qu'il obtient un désaveu officiel de Piquet par le roi de France, le rachat à Livourne des Arabes et des Berbères enlevés par Piquet et le rapatriement à Alger. Il réussit même à faire voter par la Chambre de commerce de Marseille un budget de 2000 piastres pour couvrir cette dépense. En 1659, alors que la paix s'établit en Europe, en Méditerranée, une guerre couverte se durcit chaque jour entre Français et Barbaresques. L'orgueil et l'ambition du roi Soleil et celle du grand seigneur vont vite mettre à mal l'alliance du lys et du croissant, ce pacte étrange, mais pourtant déjà vieux de plus d'1 siècle.